Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. Les changements climatiques et la résilience des populations, combat de longue haleine qui pourrait être gagné grâce à l'implication des journalistes et communicateurs, d'où une formation initiée par l'Union africaine et qui rassemble à Ouagadougou une vingtaine de participants. La Sierra Leone a un nouveau président, Julius Maada Bio, a été élu avec 51% des voix. Il devance le candidat du pouvoir qui a indiqué vouloir contester les résultats devant les juridictions de son pays. Mais tout d'abord, la coalition pour la défense du droit au logement, épaulée par d'autres organisations de la société civile comme la CCVC, a marché ce matin à Ouagadougou pour dénoncer les sociétés immobilières et revendiquer des logements décents au profit des populations. Dans les artères de Ouagadougou, ils ont scandé des slogans pour dire non à l'accaparement des terres et à la suspension des lotissements. La manifestation s'est terminée par la remise des messages au ministre de l'Urbanisme qui a promis de se pencher sur leurs doléances. Reportage Nongba Kouda Draman Guéné. Dans leur viseur, les sociétés immobilières. Cette marche est l'une des étapes de la campagne de dénonciation de ces sociétés qui dévorent l'espace selon les marcheurs. De la Bourse du Travail jusqu'au ministère de l'Habitat, la coalition pour la défense du droit au logement, avec d'autres organisations de la société civile comme la CCVC, expriment leur ras-le-bol. Nous voyons apparemment qu'on a donné des lois à des sociétés immobilières qui accaparent nos terres apparemment et qui, on dit qu'il n'y a plus d'attribution, des parcelles attribution. Donc nous subissons dans les journaux, on ne sait pas quoi faire. Il y a des textes, des projets de textes pour régler les problèmes de 2015 à de 1995 à 2015, des projets de textes pour encadrer l'accès des promoteurs immobiliers au foncier rural ou urbain. Cette marche, c'est aussi pour décrier cette position du gouvernement de restructuration des zones non loties. En lieu et place, il demande des logements sociaux accessibles à tous. Mais maintenant, le gouvernement dit qu'il y aura des bidonvilles. Nous disons non à cette bidonville et nous demandons à ce gouvernement afin qu'il fasse des logements sociaux décents au profit de la population. Vous avez vu l'exemple de Gawa où nous avons fait une rupture par rapport à ce qui se passait en matière de construction de logements pour la commémoration des 11 décembre. Nous avons construit des logements sociaux dont les coûts ont baissé jusqu'à 3,5 millions. C'est des cas rares dans toute la sous-région. Ils exigent aussi que suite soit donnée au rapport de la commission d'enquête parlementaire. La communication et les médias en général comme moyen pour consolider la résilience des moyens de subsistance en milieu rural, une initiative de l'Union africaine SAFGRAD qui forme depuis ce matin à Ouagadougou des journalistes. Formation sur l'adaptation et la migration au changement climatique et la lutte contre la désertification. Ils sont une vingtaine d'hommes de médias africains venus partager les informations relatives au changement climatique, mais surtout évoquer les défis et les opportunités pour établir un système de communication efficace et efficient au système de la résilience, au suivi de la résilience. Reportage Yacouba Gamene, Nyarkiteda. Ils sont tous communicateurs issus de plusieurs pays du continent africain. Leur préoccupation est établir clairement leur rôle pour consolider la résilience dans un contexte de changement climatique marqué par une désertification à outrance. L'heure est grave, notamment dans les États semi-arides, et il faut une synergie d'action avec au centre les médias. Donc, la communication est en fait le moyen et la langue par laquelle les politiques, les scientifiques, les vulgarisateurs doivent atteindre la communauté de base pour faire passer leur message. Parler des questions de communication et de résilience au niveau de l'élite, uniquement, vous n'allez pas atteindre la base. Donc, il faudra que ces communications-là atteignent la base pour qu'ils puissent être au courant, pour qu'ils puissent être mis au courant de ce qui se passe. C'est le troisième dialogue politique du genre et ce rendez-vous de Ouagadougou se donne les moyens d'énumérer les défis et les opportunités avec comme vecteur directeur trouver un système de communication efficace pour mettre au service de l'Union africaine SAFGRAD.
Le secrétariat de l'UNCCD a un programme qui agit dans ce domaine-là et qui est supporté, qui est appuyé par l'Union africaine afin de résoudre toutes les difficultés au niveau de ce domaine. Entre communication et partage d'expériences, les participants ont des jours pour tout savoir sur les effets néfastes du changement climatique et de la désertification. La stratégie nationale de communication en santé pour la période 2018-2020 au centre d'échange depuis ce matin à Ouagadougou est un document de référence pour une communication efficiente et efficace et proche des populations et passé en revue par les participants. Un plan a été élaboré pour servir d'instrument de travail dans tous les aspects de la communication du ministère de la Santé. Les précisions avec Urbain Sommet et Maxime Zongo. Une stratégie nationale pour une communication plus responsable et plus efficace, c'est l'ambition de ce plan de communication en discussion depuis ce matin à Ouagadougou. Autour du document, objet de réflexion, des spécialistes en communication, mais aussi des acteurs de la santé et des partenaires. Nous devons communiquer efficacement. Pour atteindre donc les résultats, nous avons besoin d'informer la communauté de ce que nous vivons comme difficulté pour que l'information, tout ce que nous faisons, puisse être utile. La diffusion d'informations relatives à l'accessibilité aux soins, la conscientisation pour des comportements adaptés, la gestion rationnelle des rumeurs en matière de santé publique, autant d'aspects que ces spécialistes vont examiner en profondeur afin d'en produire un document plus consensuel en rapport avec la politique nationale de santé. Lorsqu'il sera validé, ce plan national servira de document de référence pour la période 2018-2022. Le Conseil économique et social CES a entamé une tournée dans les 13 régions du Burkina. L'objectif de cette tournée est de présenter le rapport 2017 de l'institution aux populations et de faire connaître davantage le CES. Dédougou a donc accueilli la délégation du CES qui a initié des échanges avec les populations. Yves Rwamba, Aïcha Dianda. Présenter le Conseil économique et social CES, c'est ce qui a conduit Moïse Napon et ses conseillers à Dédougou. Une population à laquelle il a également dévoilé le contenu du rapport 2017 de son institution. C'est devenu une habitude pour le Conseil économique et social de faire des tournées régionales dans le but de rendre compte de ses activités aux forces vives de la nation et aussi de recenser les préoccupations de ces forces vives pour être plus pertinent dans les propositions et dans les recommandations que le CES fait au gouvernement et à la présidence du FASO. Cette rencontre a permis aux forces vives de la région de la boucle du Mouhoun de mieux comprendre le fonctionnement du CES et poser un certain nombre de préoccupations. Moi, j'allais souhaiter que cette institution-là puisse jouer encore un rôle plus important que ce qu'il joue actuellement. Voilà, que ce ne soit pas rien qu'un organe consultatif, mais que ce soit un organe aussi qui puisse souvent prendre des décisions. Créé en 1959, le CES est une institution qui a un rôle consultatif. Il a également l'autorisation de faire des propositions sur les questions touchant à la vie de la nation burkinabé. Une bibliothèque pour enfants inaugurée à Bobo-Dioulasso, ce centre du savoir a ouvert ses portes grâce à une initiative de deux partenaires, le Centre de développement pour enfants de Bobo-Dioulasso et de Compassion internationale. Cette bibliothèque permettra donc d'éduquer mieux nos enfants. Reportage à Bobo-Dioulasso, Karim Sissé. Une bibliothèque pour le Centre de développement pour enfants de Bobo-Dioulasso. Baptisée le Creuset du savoir, cette bibliothèque est le fruit du partenariat entre le dit centre et Compassion internationale. Nous l'avons fait dans le but de pouvoir éduquer les enfants, parce que nous pensons aussi faire partie de ceux-là qui bâtissent pour cette nation. La bibliothèque Le Creuset du savoir
est ouverte à tout le monde sans distinction de sexe, de religion et d'ethnie. Et on y trouve plusieurs genres de livres. Il y a des livres spirituels, il y a des livres sur la cuisine, il y a des livres qui parlent de beaucoup de choses. Une bibliothèque, c'est ce qu'il y a de mieux qu'on peut offrir à l'éducation aux enfants, aux jeunes gens de nos jours. Or, on sait qu'actuellement, c'est une ressource qui manque. Et donc, d'avoir une bibliothèque et d'être appelé à être parrain de cela, c'est vraiment une fierté pour moi. Le Centre de développement pour enfants de Bobo-Dioulasso a ouvert ses portes en octobre 2007 avec 150 élèves. Aujourd'hui, il compte 351 bénéficiaires. Julius Maada Bio est le nouveau président de la Sierra Leone, candidat de l'opposition et ancien militaire de 53 ans. Il a remporté le scrutin du deuxième tour avec près de 52% des voix face au candidat du pouvoir. Il a été intronisé dans la foulée de l'annonce des résultats en dépit de la contestation du verdict par son challenger qui indique qu'il fera recours devant les juridictions. Le candidat de l'opposition s'adjuge la présidence en Sierra Leone. Julius Maada Bio, ancien militaire de 53 ans, a été intronisé dans la foulée de l'annonce des résultats. Il remporte l'élection avec plus de 51% des voix contre 48% pour son adversaire, un ancien ministre des Finances. Une revanche pour celui qui avait été battu en 2012. Nous sommes un seul pays, le Sierra Leone, et nous sommes un seul peuple. Mon gouvernement va promouvoir l'unité nationale, la cohésion nationale et un leadership discipliné. Samura Kamara, le candidat du pouvoir battu, veut contester les résultats. Il dénonce des bourrages d'urnes massifs et d'autres irrégularités. Mais dans les rues de Freetown, qu'importe la critique, la victoire, ça se fête. Cette nation va sortir de l'esclavage dans laquelle elle vit depuis 10 ans. Nous n'avons pas de travail, pas de bonne éducation pour nos enfants ou les jeunes adultes. Rien ne s'est passé depuis la guerre civile. Julius Maada Bio va-t-il satisfaire les espoirs de ses compatriotes? Il s'est engagé pendant la campagne à notamment instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants dans un des pays les plus pauvres du monde. Le retour de Lula au pouvoir au Brésil, de plus en plus hypothéqué. La Cour suprême du pays s'est prononcée pour l'emprisonnement de Luiz Inácio Lula da Silva. La demande de l'ancien président brésilien de rester en liberté provisoire jusqu'à l'épuisement de ses recours a été rejetée par les juges, ce qui remet du coup en cause les projets immédiats de Lula qui s'apprêtait à briguer de nouveau la présidence de la République brésilienne. Lula doit être emprisonné. La Cour suprême du Brésil s'est finalement prononcée en faveur de son incarcération. Elle a rejeté par 6 voix contre 5 la demande d'habeas corpus qui aurait permis à l'ex-président brésilien de rester en liberté jusqu'à épuisement de tous les recours contre sa condamnation. Cette audience de la Cour suprême se déroulait sous tension avec un important dispositif de sécurité à l'extérieur. Donné favori pour l'élection présidentielle d'octobre prochain, Luiz Inácio Lula da Silva devra donc purger une peine de 12 ans et 1 mois de prison pour corruption. Il a été accusé d'avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de bâtiment en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. L'emblème de la gauche brésilienne nie farouchement, invoque l'absence de preuves et dénonce un complot visant à l'empêcher de briguer un 3e mandat. Le procès d'un djihadiste malien transféré à la CPI à La Haye au cœur des éditoriaux de ce jour, ainsi que la grève des agents de Minefid. Revue de presse avec Aimé Solange Guigma. Les journaux du jour notent dans leur ensemble que le mot d'ordre de grève des agents du ministère des Finances a été respecté. Conséquence, les services sont paralysés à Bobo, indique l'Express du Faso, et à Ouagadougou, où le Trésor public et la direction des impôts du centre sont restés fermés, constate le journal Le Pays, qui souligne par ailleurs que la grève a été suivie à 100%, malgré que le gouvernement, dans un communiqué, dit avoir apporté des réponses précises aux préoccupations faisant l'objet du préavis de grève, signale l'observateur Palga. C'est donc 48 heures de grève contre ce qu'ils appellent les réformes bizarres de Rosine, explique ce journal. À l'international, le procès de Al-Hassan à la CPI intrigue les journaux de ce jour.
Pour aujourd'hui au Faso, cette première comparution de l'ex-chef de la police islamiste de Tombouctou pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre met du baume au cœur des victimes, dont le président de l'association malienne des droits de l'homme, qui y voit une avancée très importante dans la lutte contre l'impunité. L'observateur Palga s'offusque cependant de l'attitude du prévenu qui a saisi l'occasion pour dénoncer ces conditions de détention, notamment la présence de caméras de surveillance dans sa cellule, perçue comme une atteinte à sa dignité et au respect de sa vie privée. De qui se moque-t-on, s'interroge l'observateur Palga, qui l'invite d'ailleurs à avoir un peu de respect pour ceux et celles qu'il a martyrisés. Aujourd'hui, au Faso, quant à lui, invite la CPI à ne pas s'arrêter à 2 djihadistes, Al-Mahdi et Al-Hassan, mais à juger tous ceux qui prennent les libertés avec les droits de l'homme au Mali, mais aussi ailleurs. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.